Bonjour, je m'appelle Caroline Naomé et je suis référendaire à la Cour de justice. On peut parler d'une des premières règles où la Cour s'est en quelque sorte débattue sur des questions, c'était les recevabilités des moyens, la recevabilité des moyens. Il y a d'une part l'interdiction des moyens nouveaux, c'est-à-dire qu'on ne doit pas devant la Cour venir plaider autre chose qu'une critique de l'arrêt du tribunal. Mais d'un autre côté, il y a une interdiction de se répéter, c'est-à-dire, on interprétait par se répéter, développer le même moyen que celui qu'on a présenté devant le tribunal, c'est-à-dire se comporter comme si on se trouvait devant une juridiction d'appel. Et c'est vrai que ça semblait un peu contradictoire, comme a dit un auteur, euh, on nage entre deux eaux. D'un côté, soit on a des moyens nouveaux, soit on se répète. Et on est entre les deux et on ne sait pas très bien quoi faire. Finalement, la jurisprudence s'est quand même améliorée à cet égard-là. On a eu des définitions beaucoup plus précises. Et maintenant, je pense qu'elle est beaucoup plus compréhensible. Notamment, plutôt que des moyens nouveaux, on part plutôt de la notion de pourvoi. Est-ce que c'est vraiment un pourvoi? Est-ce qu'on critique vraiment l'arrêt du tribunal au lieu de venir inventer des moyens nouveaux ou répéter ce qu'on a fait auparavant? Un autre cas de jurisprudence qui s'est développé, c'est la notion de moyens d'ordre public. Et ça, c'est lié en quelque sorte à la question des moyens nouveaux, parce qu'on ne peut pas soulever des moyens nouveaux, on doit critiquer l'arrêt du tribunal, mais ce qu'on peut dire, c'est que, ah oui, mais il y a des moyens d'ordre public que le tribunal aurait été tenu de soulever d'office. Par exemple, la recevabilité d'un recours, c'est un moyen considéré comme d'ordre public et on peut dire le tribunal aurait dû le soulever d'office. Le problème, c'est qu'au fil du temps, on est en train d'augmenter la liste des moyens considérés comme étant d'ordre public et que petit à petit, il va falloir peut-être aussi essayer de catégoriser, d'avoir une meilleure vue, de systématiser cette question-là. D'autant plus qu'il y a des moyens d'ordre public qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses. Par exemple, moyen d'ordre public, c'est la motivation des décisions litigieuses et c'est la motivation de l'arrêt. Si on considère que ce sont des moyens d'ordre public, la motivation de la décision litigieuse, on va tenter de dire que le tribunal aurait dû contrôler mieux la motivation, qu'elle n'est pas suffisante, et puis on va dire à la Cour, oui, mais la motivation de l'arrêt, c'est quelque chose d'important, et en plus, on dit à la Cour qu'elle devrait le soulever d'ordre public. Mais bon, indépendamment de cette question de recevabilité devant la Cour, il suffit de dire à la Cour, l'arrêt n'est pas bien motivé, cela suffit. En ce qui concerne également tous ces moyens d'ordre public, on peut dire que la jurisprudence est en cours est dans une forme de transition, parce que, comme je dis, on a une liste de moyens d'ordre public. Il y a un jour peut-être où il faudra un peu plus se poser la question de savoir si on peut utiliser tous ces moyens comme étant susceptibles d'être soulevés d'office par le tribunal. Est-ce que ça fonctionne dans tous les types de contentieux? Est-ce que ça fonctionne dans le contentieux relatif à un contrat? Est-ce que cela fonctionne dans les contentieux relatifs à des décisions administratives, à des décisions qui s'apparentent à du quasi pénal? Tout ça, c'est encore des éléments qu'il faut voir et qu'il faut encore une évolution de la jurisprudence. Je veux encore prendre la différence entre le droit et le fait. Qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que le fait? Petit à petit, la Cour a accepté toute une série de moyens qui permettent en quelque sorte de contourner cette interdiction des moyens de fait. Je l'ai déjà dit, il y a notamment la motivation de la décision litigieuse, il y a le fait que le tribunal n'a pas lui-même motivé suffisamment son arrêt. On va dire que le tribunal n'a pas utilisé les règles de preuve adéquates, il n'a pas utilisé les critères de preuve adéquats, le niveau de la preuve requis, donc je veux dire qu'on passe par beaucoup d'éléments. Et là où il y a eu, en tout cas, donc, au départ, il y a eu un développement de jurisprudence en ce qui concerne le fait, le droit,
ce qu'est la dénaturation. Et ça a été presque dès le départ que la Cour a admis la dénaturation, mais maintenant on est en train on voit que ça se travaille sur la notion de dénaturation, où au départ c'était quelque chose de strict, c'est-à-dire que le tribunal a mal lu, il a vu blanc et il a dit qu'il était écrit noir, et ça se continue, ça s'affine, et maintenant on arrive à une manifestation, à une appréciation manifestement erronée des éléments. Donc voilà, c'est quelque chose qui évolue. Il y a eu aussi des développements plus complexes de jurisprudence, par exemple la question de la recevabilité du recours initial. Au début, on n'a pas toujours permis de contester le recours initial parce que celui qui voulait le contester, il avait perdu sur le fond devant le tribunal. Et puis ensuite, la jurisprudence avec l'arrêté Mobile Austria s'est améliorée et la Cour a autorisé la contestation de la décision de recevabilité du recours initial alors qu'on a perdu quant au fond. Il y a aussi quand même quelque chose qui est assez... Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, mais là aussi c'est un développement. Quand on renvoie au tribunal, quand on casse et on renvoie, quelle est la partie de l'arrêt du tribunal qui a une autorité de chose jugée? Et il y avait au départ un arrêt Cascades du tribunal, il y a eu un arrêt Artégonin de la Cour, mais là ce sont des questions, j'ai expliqué un petit peu nos problèmes de pourvoi incident, ce sont des questions délicates, il y a donc un petit peu de jurisprudence, mais je suis certaine qu'elle va continuer à se développer. Donc il y a quand même, mais il y a quand même des secteurs où il faut être vraiment très prudent. Et par exemple, dans mon livre, je dis bien moi-même que, par exemple, quant à la question de savoir si l'appréciation du droit national ou l'interprétation du droit national, c'est du fait ou du droit, alors dans un arrêt Edwin, si je me souviens bien, la Cour a dit que c'était du fait tout en... Bon, et puis dans d'autres affaires de marque, elle a dit que c'était du droit, mais je pense que ça va dépendre vraiment des conditions dans lesquelles on invoque le droit national devant le tribunal. Je ne suis pas certaine, personnellement, qu'on peut considérer que dans tous les cas, c'est du fait. Souvent, en matière d'aide d'État, l'interprétation de la législation nationale par laquelle les aides sont octroyées, on va considérer que c'est du fait. Mais les autres cas, par exemple, si le tribunal a jugé d'un contrat auquel s'applique une certaine loi, on peut se demander est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est du fait. Donc il faut vraiment toujours être extrêmement prudent. La jurisprudence, oui, il y en a, elle est déjà assez bien constituée, mais je ne suis pas sûre qu'on ait dans tous les cas les réponses à toutes les questions. Personnellement, je pense qu'on peut être très positif. La Cour est partie de rien, elle a établi une jurisprudence. Alors c'est vrai que je vais parler de tendance, d'évolution, mais je considère que ça ne va pas dans tous les sens. La jurisprudence est tout de même relativement cohérente. Elle est en phase avec la jurisprudence relative au recours direct notamment. Ce qui est très positif également, c'est que quand on a vu le pourvoi devant le tribunal, pourvoi des décisions rendues par le tribunal de la fonction publique, le tribunal et la Cour sont parvenus à être tout à fait cohérents sur la technique du pourvoi. Un autre élément très positif, je considère que cette jurisprudence est quand même très favorable aux justiciables. Je constate que, alors que de temps en temps on dirait qu'on devrait être un peu plus sévère sur la rédaction des pourvois, non, la Cour fait toujours beaucoup d'efforts pour comprendre les pourvois, pour essayer d'en tirer vraiment ce qu'on peut comprendre de la critique de l'arrêt du tribunal, et elle s'efforce toujours de répondre de façon suffisante. Elle s'efforce de répondre d'ailleurs à un moment, je me demande, par exemple, quand on dit que le tribunal a mal motivé, insuffisamment motivé son arrêt, ça me fait toujours un peu peur lorsque la Cour va en quelque sorte faire une sorte de raisonnement parallèle pour démontrer que le tribunal a bien motivé. Parce que le tribunal cite la jurisprudence de la Cour,
Et ensuite, la Cour, pour vérifier cette interprétation, déjà de la jurisprudence de la Cour, elle va donner une autre formulation. Et parfois, moi, je trouve qu'on devrait rester dans les formulations telles quelles des arrêts de la Cour. Mais non, la Cour fait l'effort, parfois, de faire une sorte de motivation parallèle pour démontrer que le tribunal a bien motivé. La Cour s'efforce également de bien veiller au respect des règles de procédure. Et là, je trouve que c'est une amélioration pour tout le monde. Si ce n'est que de temps en temps, je me demande si la Cour ne va pas un peu plus loin maintenant dans son souci du respect des règles de procédure. Parfois, on se demande si elle ne dit pas « Ah, ce qu'on n'a pas prévu dans le règlement de procédure, on ne le fait pas, ça n'existe pas ». Il faut se rendre compte que les règlements de procédure, j'estime que ce sont des choses qui sont susceptibles d'amélioration et que de temps en temps, bon, il est bien possible, quand on voit ce qu'on avait comme règlement de procédure au départ où il n'y avait pas grand-chose, on peut se dire que c'est quand même quelque chose qui peut toujours être amélioré. Et alors là où je trouve qu'il y a également des éléments tout à fait positifs, c'est dans le contrôle du juge. Ce n'est pas seulement une technique de pourvoi, c'est le fait que la Cour contrôle un juge pour voir s'il a bien jugé, s'il a exercé son contrôle juridictionnel de la façon qu'il fallait, ni trop peu. Mais c'est une question de qualité également du jugement du tribunal du tribunal de l'Union européenne. On va se demander, par exemple, s'il a bien motivé, s'il a bien répondu. Mais autant on va être difficile quant à la qualité du jugement du tribunal, autant le tribunal va répercuter cela sur l'institution. Donc ce souci de qualité va se trouver non seulement au tribunal, qui aura peut-être peur du pouvoir, mais le tribunal va transposer à la commission. Donc la commission, c'est également un souci de qualité des décisions administratives. Et au niveau de la Cour elle-même, plus elle exige du tribunal, plus elle exige d'elle-même. Et plus elle est soucieuse de toute une série de règles que dans le temps, on pourrait presque se dire qu'elle les ignorait. L'ampleur du contrôle juridictionnel, c'était pas toujours, le respect de la procédure, ça ne faisait pas toujours partie des soucis de la Cour quand elle était surtout dans des préjudiciels. Donc je pense qu'au niveau de la qualité non seulement des jugements, mais également des actes administratifs, le pourvoi a apporté beaucoup.